C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant. Nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive et permet une explosion créatrice. On voit naître des tendances et des courants dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, le premier producteur de films au monde. Ligue de vertu aidant, les scénarios des films deviennent de plus en plus aseptisés et conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. Malgré son jeune âge, Irving Thalberg, aux côtés de sa femme Norma Shearer, allait devenir le dernier nabab de l'âge d'or d'Hollywood. Freaks. Freaks ou la monstrueuse parade. Lorsque je demandais à Todd Browning de m'écrire un film d'épouvante, je n'aurais jamais pensé qu'il viendrait me voir avec ce scénario. L'histoire de ce cirque où se côtoient des monstres et des êtres humains a réveillé en moi une souffrance que je croyais depuis longtemps enfouie. De même que les monstres du film, je me suis toujours senti différent des autres. Mais contrairement à eux, il m'aura fallu du temps pour accepter cette différence. Le film fut un échec commercial et sera censuré pendant plus de 40 ans avant que les esprits et les mentalités ne changent et acceptent l'autre avec humanité. Je n'ai jamais regretté d'avoir produit Freaks. Jamais. Lorsque l'on est habité par une vision, il faut aller jusqu'au bout. Et je reviens de loin. Je suis né avec un souffle au cœur, plus petit que la moyenne et très très fragile. Mon enfance fut un mélange de repos forcé au lit, alternant avec de brèves périodes où je pouvais me mettre à la fenêtre de ma chambre. Si j'étais peu sûr de moi physiquement, j'avais en revanche une très forte personnalité et un sens inné de l'organisation. Une des relations de ma mère, le sénateur Maurice Hillquit, me prit d'ailleurs sous son aile. Je me mis à lui écrire ses discours. Il perdit les élections, et moi, mon travail. Ma grand-mère habitait Long Island, à côté de la maison de Carl Laemmle, le fondateur des studios Universal. Pendant les beaux jours, M. Laemmle invitait ses voisins et nous montrait ses films. Ma mère finit par organiser une rencontre, et M. Laemmle m'embaucha. Nous étions en 1918 et je gagnais 35 $ par semaine. Je deviens son secrétaire particulier. J'apprenais les bases d'un métier qui n'existait pas encore, producteur. Un jour, nous partîmes à Los Angeles pour échapper au trust de Thomas Edison et surtout à ses gros bras. Monsieur Laemmle venait d'acheter plusieurs dizaines d'hectares de terrain où poussaient des oranges. Il avait eu lui aussi une vision. Les petits studios Universal de la côte Est à New York allaient devenir Universal City sous le soleil de la Californie. Il fut le premier à permettre au public d'assister au tournage. Les grands patrons des studios, Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer, Jesse Lasky et Cécile B. DeMille, avaient plus de 20 ans de métier. Moi, je débutais. Je travaillais plus de 18 heures par jour, structurant la production et contrôlant les budgets. J'organisais tout. Mais les réalisateurs ne l'entendaient pas de cette oreille. Tout particulièrement le plus talentueux d'entre eux, Erich von Stroheim.
Il venait de terminer son premier film pour Monsieur Laemmle, Maries aveugles, un succès au box-office, et travaillait sur une superproduction, Folie de femme. L'histoire de ce faux comte russe qui vole les aristocrates me plaisait. Stroheim possédait un don inné pour montrer la véritable nature des hommes et des femmes. Son souci du détail et de la perfection rejoignait le mien. Mais voilà, il faut savoir faire des choix et prendre des décisions. Lorsque le budget atteignit $1 million, je fermai les robinets et demandai à Stroheim la raison de ces coûts exorbitants. Notre rencontre fut épique. Il fallait des coupes de champagne en véritable cristal. Il fallait du linge à l'intérieur d'armoires qui ne seraient jamais ouvertes. Il fallait un décor en taille réelle. Il fallait tout cela pour que les acteurs jouent vrai et pour que le public en ait pour son argent. Si j'étais d'accord sur le principe, j'avais en revanche la responsabilité des studios Universal. Je tranchais. Grâce à Stroheim, je définis une nouvelle fonction, celle de producteur délégué. Dorénavant, un homme superviserait toutes les productions en étant responsable des finances. Attention, j'ai toujours été conscient de l'importance du contenu d'un film et de la qualité des artistes qui participent à sa fabrication. Mais je savais qu'il fallait un capitaine à bord. Ce qui fut fait. Stroheim me maudit lorsque je fis remonter Folie de femme. Peu importe, le film rapporta plus de $2 millions au studio. Sur mes conseils, M. Laemmle investit alors dans l'adaptation d'un roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Je me rappelais avec force le travail de Lon Chaney dans Oliver Twist. Je le convoquai et lui proposai d'incarner Quasimodo. Il accepta et me fit rencontrer le réalisateur Wallace Worsley, avec qui il avait travaillé sur The Penalty. Contrairement à Stroheim, Worsley, lui, respectait les délais et le budget. Le jeu de Chaney est incroyable de souffrance et d'humanité. La cathédrale, reconstruite en taille réelle, apporte une crédibilité à l'histoire et devient presque un personnage du film. Notre-Dame de Paris fut notre premier succès international. En 4 années, je supervisai plus de 100 films et restructurai l'organisation des studios Universal, qui dégageaient d'énormes profits. La crise éclata. Monsieur Laemmle me refusa la main de sa fille en m'avouant qu'il était risqué pour lui de tout miser sur une personne malade comme je l'étais. Irving Thalberg quitte les studios Universal. Sa réputation le précède, mais il est jeune. Cécile B. DeMille refuse de l'embaucher. C'est alors qu'il rencontre celui qui allait devenir son associé et plus tard son plus terrible ennemi, Louis Brazen Mayer. En 1923, la Louis B. Mayer Productions tourne gentiment, mais ne fait pas partie de la cour des grands. Marcus Loews, le banquier, propriétaire de plus de 100 salles de cinéma, décide de racheter et de regrouper plusieurs indépendants. Les studios Metro, Goldwyn et Mayer. Ainsi, ses propres salles projetteront ses propres films. La MGM voit le jour le 26 avril 1924. Thalberg en est le numéro 2 et il n'a pas 25 ans. Il s'associe également avec Louis B. Mayer pour racheter les terres de ce nouvel Eldorado, Hollywood. Enfin libre, il embauche celle qu'il a déjà remarquée à Universal, la petite québécoise Norma Shearer. Je suis née le 11 août 1902 dans une banlieue de Montréal où j'ai vécu une enfance plutôt heureuse. Attirée par le cinéma, mes idoles s'appelaient Mary Pickford et Theda Bara.
Je gagnais un concours de beauté, puis posais comme modèle. Ma route semblait toute tracée. Mes parents déménagèrent pour la côte est des États-Unis, New York. Je devins figurante dans une vingtaine de films et mes rôles s'étoffaient. Je n'étais plus une novice lorsque D.W. Griffiths m'engagea pour jouer dans son chef-d'œuvre « À travers l'orage » aux côtés de Richard Barthelmess et de Lillian Gish. Ma route avait bien croisé celle d'Irving Thalberg, mais les studios Universal n'avaient pas d'emploi pour une fille comme moi. C'est seulement lorsqu'il fut nommé numéro 2 de la Metro-Goldwyn-Mayer qu'Irving me fit établir un contrat à 150 $ par semaine, payant également le voyage vers la côte ouest de toute ma famille. Je démarrais avec L'arme de clown du Suédois Victor Siström aux côtés du prodigieux Lon Chaney. Mon personnage me ressemblait un peu. Petite écuyère amoureuse de Bezzano, John Gilbert, je dois céder à la demande de mon père qui me force à épouser un homme riche afin de sauver son cirque. Dans le même temps, He, qu'interprète Lon Chaney, tombe amoureux de moi. Il se sacrifiera pour me permettre de trouver le bonheur dans les bras de Bezzano. Le premier film de la MGM fut un succès, mais Irving restait prudemment loin de moi. Je suivais malgré tous ses conseils, le maudissant parfois de faire travailler Greta Garbo à ma place. Mon attente fut récompensée. Garbo la cigale et Scherer la fourmi. J'attendis 5 années avant qu'Irving ne me demandât en mariage. Moi, et pas Garbo. Ma ténacité et ma patience avaient finalement payé. Je me convertis au judaïsme et la cérémonie de mariage fut somptueuse. Toutes les stars de la MGM étaient présentes. Nous partîmes en Europe pour notre lune de miel. La Riviera, la Méditerranée, les excursions en bateau. Nous partîmes à Venise. Tout semblait merveilleux. Nous étions simplement heureux. Suivant les conseils d'Irving, je m'intéressais de plus en plus à la mode. Je devins très vite l'actrice la plus sophistiquée d'Hollywood. À notre retour, les choses changèrent. Le cinéma muet avait laissé la place au parlant. Mon physique et ma personnalité influençaient les rôles de femmes modernes que j'interprétais. Des femmes capables de tenir tête aux hommes et d'assumer leur indépendance. On me décerna l'Academy Award de la meilleure actrice pour le film de Robert Z. Leonard, The Divorcee. Politiquement incorrect, The Divorcee remettait en cause certaines valeurs machistes. Jerry, mon personnage, n'hésitait pas à se comporter comme un homme en apprenant que son mari la trompait. Le film fut un succès et tous les grands d'Hollywood nous avaient rejoints pour la première que Sid organisa pour nous au Grauman Theatre. Tout semblait nous réussir. Le 25 août 1930, je donnai un fils à Irving. Nous habitions une somptueuse maison sur Sunset Boulevard. Heureux, nous le fûmes presque 10 ans. Je me sentais à mon aise à la MGM. Notre devise, Art Gratias Artis, l'art pour l'art, nous poussait à devenir les meilleurs, à embaucher les meilleurs. Acteurs, scénaristes, réalisateurs. De Lon Chaney à Greta Garbo, de Mankiewicz à Fitzgerald, de Sternberg à Mamoulian.
Je réussis même l'exploit de produire des films populaires comme Grand Hôtel, d'Edmund Goulding, avec presque toutes nos étoiles. Greta Garbo, John et Lionel Barrymore, John Crawford, Wallace Beery. Paul Bern, mon ami, coproduisit le film à mes côtés. Nous remportâmes l'award du meilleur film en 1932. Dans le même temps, je laissais à Todd Browning le soin de réaliser des films plus proches de ma sensibilité, des films centrés sur la différence et la difficulté pour l'homme d'accepter ce qu'il ne comprend pas. Certes, tout n'était pas facile, et le destin me mit à rude épreuve le jour où von Stroheim travaillait sur Les Rapaces. Malgré sa tentative pour faire remonter le film par son ami Rex Ingram, je fis rapatrier les 22 bobines, plus de 5 heures de film, pour le réduire à une durée normale de 2 heures. Je respectais l'homme et son génie. Lorsqu'il retravailla sur La Veuve joyeuse, je ne fis pas l'erreur de le laisser jouer. Il ne fit que réaliser le film. Mais Stroheim étant Stroheim, les mêmes difficultés survinrent et nous dûmes trouver un autre réalisateur pour terminer le film. Quant à Norma, et malgré le fait que je sois le numéro 2 de la MGM, je m'efforçais de lui trouver des rôles lui permettant de montrer le meilleur d'elle-même. Quand j'entendais Joan Crawford dire que Norma jouait tous les rôles intéressants parce qu'elle était la femme du boss, je souriais. Être la femme du boss, n'était-il pas plus difficile à vivre, Norma devant faire sans cesse la preuve de son talent? Irving croyait beaucoup en moi. Nous organisions souvent des projections privées et des petites fêtes à la maison, et nous étions devenus le couple idéal pour Hollywood. Pourtant, il s'intéressait de plus en plus à son travail et de moins en moins à moi. Je trouvais une échappatoire dans les rôles que j'interprétais, des femmes fortes, indépendantes qui menaient la vie qu'elles avaient choisie. Un événement me fit réaliser combien nos destins sont fragiles. Je me souviens de Paul Bern, un des amis d'Irving. Après son mariage avec Jean Harlow, la blonde platine, Paul se suicida en laissant un mot plein d'ironie pour expliquer son geste qui se résumait à des problèmes d'ordre sexuel. Comment peut-on choisir de se suicider pour cela? Je m'interrogeais alors sur Irving et sa santé fragile. Le couple Thalberg-Shearer fascinait le public. Ils incarnaient la réussite et le bonheur dans ce monde creux fait de paillettes. Dans le milieu, ils étaient respectés et craints du fait de la position de Thalberg, et ils faisaient beaucoup d'envieux, des stars de la MGM aux producteurs tout court. Louis B. Mayer lui-même s'en prit à Thalberg. Il réussit peu à peu à l'évincer et à réduire ses responsabilités. Il faut rendre justice à Thalberg. C'est à cause de son talent et de sa personnalité qu'il se fit des ennemis. C'est grâce à son talent et à sa personnalité qu'il se fit également des amis. Il défendit bec et ongle Charles Laughton sur le tournage des Révoltés du Bounty. Il resta longtemps ami avec John Gilbert, alors que celui-ci ne travaillait pratiquement plus. Ce fut lui qui poussa Mayer à lancer Greta Garbo. Ce fut également lui qui permit à Todd Browning de réaliser ses films en utilisant toutes les ressources de la puissante MGM. Fidèle en amitié et en amour, je fus profondément affecté par le suicide de Paul Bern, qui me renvoyait à ma propre histoire.
Je fus heureux de pouvoir rendre hommage à Karl Laemmle, qui sut m'ouvrir la porte des studios Universal alors que j'avais tout juste 20 ans. Il avait décelé en moi les qualités qui lui manquaient pour organiser et diriger sa compagnie. « 1936, l'année de ma mort. J'ai dû sentir son souffle sur moi. Cette année, je mis en production 2 films dramatiques dont les héros connaissaient une fin tragique. Tout d'abord, Roméo et Juliette. Norma jouait Juliette et Leslie Howard, Roméo. Ce film fut l'une des rares productions de la MGM qui perdit de l'argent. Le second de ces drames fut réalisé par Georges Cukor, Camille, avec Greta Garbo. Le mythe tragique de la dame aux camélias qui se sacrifie et meurt pour son amant. Je sentais que ma route allait bientôt s'arrêter. Atteint d'une pneumonie, je m'éteignis le 14 septembre 1936. Je quittais avec tristesse Norma et nos 2 enfants, regrettant de ne pas avoir été plus présent. Comme Achille, le héros de l'Iliade, ma vie fut courte, mais bien remplie. Lorsqu'Irving disparut, je crus que le monde s'effondrait sous mes pieds. Il me fallut plusieurs années pour sortir la tête de l'eau. Notre mariage n'avait pas duré 10 ans. Nous avions tout pour être heureux. 2 beaux enfants, une réussite professionnelle hors du commun, et nous nous aimions. Il fallait bien continuer à vivre. J'acceptai donc la proposition de Meyer de jouer Marie-Antoinette. Le tournage fut long et difficile. En revanche, 1 an après, je retrouvai avec plaisir Georges Cukor qui m'avait dirigé dans Roméo et Juliette. Nous tournâmes The Woman. Joan Crawford, mon ennemi de toujours à la MGM, jouait à mes côtés et, paradoxalement, c'est moi qui retire mon mari de ses griffes. Mais le cœur n'y était plus. Et en 1942, après plus de 60 films, je quittais définitivement le cinéma. Je refusais même de jouer dans Autant en emporte le vent, préférant m'occuper pleinement de mes enfants. Norma Shearer mourut le 12 juin 1983 en Californie. Le couple Norma Shearer et Irving Thalberg reste encore aujourd'hui empreint d'une aura et d'une magie qui reflètent l'époque où ils ont vécu. Moins connue aujourd'hui que Greta Garbo ou Jean Harlow, Norma n'a pas été que la femme de Thalberg. Elle fut l'une des premières actrices qui surent interpréter des femmes modernes et indépendantes, ouvrant la voie aux futures Meryl Streep et Faye Dunaway. Irving Thalberg, lui, sut non seulement restructurer la production, mais il sut également se donner les moyens financiers pour offrir au public les films qu'il désirait. Il fut sans nul doute le dernier nabab d'Hollywood.